Bien, allez, on va commencer par la liste des excusés procuration. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous êtes plus discipliné le jeudi. Hein. Je vois que le lundi, c'est le début de semaine. Il y a des sujets à évoquer. Allez, je vous remercie. Donc, Marcel Agère d'Aucazin est excusé. Michel Anglade, Audressin, excusé, a donné procuration à Patrick Lafont. Daniel Artaud, Barjac, excusé, a donné procuration à Nathalie Aurillac. Patrick Boyer, Aulus-les-Bains, excusé, a donné procuration à Alain Servat. François Calvé, Lacave est excusé. Gérard Cambus, excusé, a donné procuration à Jean-Noël Vignon. Christian Carrère, est bien là. De Dieu Dalia, Hilartin, excusé, a donné procuration à Laurence Bugat. Marie-Christine Desnatpin s'est excusée, a donné procuration à Evelyne Rollin Puy-Sévère. Damien Durand, Saint-Enac-Doust est excusé. Jean-Paul Faguier, Torignan-Castet est excusé, a donné procuration à Bernard Lamarie. Léo Garcia, excusé, a donné procuration à Gilbert Angélina. Aline Gens sort excusé, a donné procuration à Maryse Périgot. Serge Lafont Villeneuve est excusé. Sylviane Lavedrine, Saint-Giron excusé, a donné procuration à Jean-Jacques Méric. Patricia Marot-Rénard est également excusée. Richard Ménard est excusé, a donné procuration à Denis Lourdes. Et j'en terminerai par Gilles Soula, Aigues-Juntes, excusé. Bien, le quorum étant atteint, nous allons pouvoir délibérer valablement. On va commencer par désigner un secrétaire de séance. Je rappelle que le 20 mars, c'était Nadine Nenny qui avait été secrétaire de séance. Et le 10 avril, à Montjoie, c'était Denis Pouech. Alors, qui prend la lourde tâche du secrétariat ce soir? Je me tourne toujours vers la table parce que je sais que dans la salle, difficile d'avoir une main qui se lève, sauf surprise. Oula, parfait, je vois une main se lever en bout de table. Madame le maire de Seix. Merci. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Eh bien, on a un secrétaire, ce qui est très bien. On va commencer par l'approbation des deux derniers procès-verbaux, celui du jeudi 20 mars. Donc, il vous a été envoyé. Vous aviez donc possibilité de nous faire remonter les remarques. A priori, je n'en ai pas. Donc, on va pouvoir passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Une abstention. Je vous remercie. Concernant le procès-verbal du jeudi 10 avril, qui s'est tenu à Montjoie, donc pareil, je n'ai pas eu de remontée a priori. Donc, on va pouvoir passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Pas d'abstention, je vous remercie. Nous allons passer maintenant aux décisions de bureau pour information. Donc, il y a deux bureaux qui sont concernés. Le premier bureau, c'est le bureau du 27 mars. Il y avait un certain nombre de décisions de la numéro 21 à la numéro 28. Est-ce que ça appelle des questions ou des observations? Oui. Un micro, sinon on ne vous entend pas. Si, dans la salle, on vous attend, mais c'est surtout la vidéo. Oui, bonsoir. Je n'ai pas mémorisé si c'était dans la première décision. Je n'ai pas regardé le numéro. Ça concerne le règlement des ramassages des ordures, la collecte des ordures. Je ne sais pas si c'est là ou si c'est là. Oui, c'est probablement là, mais il y en a plusieurs concernant la déchetterie. Oui, non, pas la déchetterie, celui carrément de la collecte des ordures. Règlement collecte, c'est le numéro 25. Oui, c'était celui du premier bureau. C'est le bon. D'accord. En relisant sur les annexes, il y a quelque chose qui me choque un peu. C'est en cas de retournement chez un propriétaire privé, un retournement ou passage sur une voie privée,
il y a sur la convention marqué que les dégâts seront à la charge du propriétaire. Alors, voilà, ça m'inquiète un peu quand même. Très bien. Le vice-président va vous répondre. Hop, ça y est. Ça me paraît purement de bon sens. Un propriétaire privé demande à ce qu'on vienne chercher faire la collecte de déchets chez lui. À ce moment-là, c'est normal que l'aire de retournement, s'il y a besoin d'une, ce soit à sa charge, non? Pas tout à fait, parce qu'il n'y a pas qu'un propriétaire qui peut être concerné. Pardon? Il n'y a pas que le propriétaire qui peut être concerné. Il faut S'il y a une collecte de plusieurs personnes, à un moment donné, il faut se retourner en quelque part. C'est au dernier qu'on se retourne, en principe. Mais ce n'est pas uniquement pour lui, quoi. À partir du moment où on n'est pas sur le domaine public, mais sur le domaine privé, c'est à tous, éventuellement à tous les propriétaires, collectivement, d'en supporter la charge. Mais ça me paraît tout à fait évident. Enfin, je ne sais pas, il n'y a rien de rare dans cette affaire-là, hein, pour moi. Pour moi, oui, parce que pour faire signer une convention avec ce détail sur la convention, va être difficile de faire retourner les camions. Hein. Non, mais encore une fois, je dirais, c'est une question d'adaptation et de faire face à une situation avec bon sens. Si tout d'un coup, il y a 100 habitants, 100 personnes qui habitent au même endroit, un privé fait construire un bâtiment avec 100 logements, et il y a 100 personnes qui habitent là, à ce moment-là, peut-être que l'intercommunalité pourrait considérer, enfin le SICTOM, qu'il est nécessaire effectivement que le coût du retournement soit à charge de la collectivité, puisque ce serait pour un nombre de personnes conséquent. À partir du moment où il y a une seule personne qui demande qu'on aille chercher faire la collecte chez lui, ça me paraît évident que ces coûts de collecte supplémentaires soient faits. Enfin, sinon, tout le monde pourrait demander à avoir une poubelle devant chez soi et de ramasser toutes les poubelles une par une. Pourquoi pas? Pourquoi pas? La réponse ne me convient pas. Merci de faire circuler le micro. Oui, alors je veux vous poser la question aussi. Je pense que peut-être il y a quelque chose que c'est sûr qu'il faudrait marquer, parce que dans des petits villages qui sont étroits, où il n'y a pas de place de retournement, les personnes qui s'occupent du SICTOM, personnellement, m'appellent pour savoir justement s'ils peuvent venir se tourner dans la cour de l'exploitation, tout en levant les gros bacs là, verre, papier et tout, parce que le camion ne peut pas se tourner. Comme vous dites, c'est une question de bon sens. On leur dit, oui, vous pouvez venir vous tourner dans la cour. Mais si dans ce moment-là, le camion fait un dégât, le propriétaire se retourne contre qui? C'est ça qu'il faut, je pense, peut-être pointer du doigt et voir. Ça c'est une autre question. Mais voilà. je pense que non, mais je pense que c'est peut-être ce qui voulait dire le monsieur derrière moi, là. Je pense que c'est une autre question. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire le monsieur derrière moi. Alors, dans les petits villages comme ça, c'est peut-être ça. Ou c'est moi qui ai mal compris. Ben, je sais pas. J'ai très certainement mal compris. Dire. Parce que je ne peux pas croire que ce monsieur que je connais, qui parle souvent, n'ait pas bien interprété la chose. La question que vous posez est différente. On parlait du coût du retournement. Non. Alors, je n'ai rien On parlait des nuisances que peuvent causer le retournement du camion. Voilà. Le propriétaire, c'est à charge du propriétaire. Écoutez, les dégâts que peuvent causer le retournement du camion, il me paraît évident que si le camion
cause un dégât, dans la mesure où il est évident qu'à ce moment-là, ce sont les assurances du SICTOM, de la collectivité, qui couvriront le dégât. Bon, pourquoi? Je ne vois pas où c'est marqué sur l'annexe. Il est marqué, alors je peux la sortir et je l'ai là. Il est marqué sur l'annexe que le propriétaire accepte, c'est pas marqué comme ça, mais je n'ai pas le terme exact, mais accepte les dégâts qui peuvent être occasionnés par le retournement d'un camion. Et en plus, on ne parle pas de rien, on parle d'un camion de 28 tonnes maxi. Je crois qu'il y a j'avais certainement mal compris, mais il y a deux sujets qui se percutent, si vous voulez. Il y a, est-ce que quand on se déplace jusqu'à un endroit compliqué d'accès pour faire demi-tour, le camion, quand le camion va spécifiquement relever les déchets parce que la personne l'a demandé, jusque chez cette personne, parce que cette personne l'a demandé spécifiquement, à ce moment-là, si il y a, je sais pas, N'insiste pas là-dessus. C'est pas si la personne l'a demandé. Le camion, il prend une rue. Je te donne un exemple, peut-être que tu vas comprendre. D'accord. Il prend une rue, il y a 10 collectes à faire. Il est obligé de se retourner au dernier, qui pas forcément a demandé de ce qu'on lui relève la poubelle. Par contre, il faut qu'il se retourne en quelque part. Donc, sur l'annexe, il est marqué que, je cherche, le propriétaire déclare décharger la communauté de communes de responsabilité en cas de dégradation de la voie privée empruntée, y compris le sous-sol, dès lors que cette dégradation résulte d'exécution normale de la manœuvre de retournement autorisée. Étant convenu et précisé que les véhicules de collecte, objet de la présente autorisation, pourront avoir un poids total en charge maximal de 26 tonnes. Donc le problème est là, c'est que ce n'est pas forcément pour aller ramasser la poubelle de la personne qui est en bout de ligne. C'est pour ramasser le collectif. Écoutez, c'est une bonne question et c'est un bon sujet. C'est donc, je dois reconnaître que pour essayer de faire preuve d'autant de bon sens et de réserve que possible, je vais m'interroger avec la directrice du SICTOM pour savoir exactement de quoi il retourne. Parce qu'effectivement, je pense, s'il est nécessaire, pour moi, il me paraît évident que dans la mesure, a priori comme ça, il me paraît évident que si quelqu'un demande une prestation spécifique, il en supporte les conséquences. Dans la mesure où c'est une prestation collective qui, et à l'occasion de cette prestation, des dégâts seraient occasionnés, il serait absolument nécessaire les assurances de la collectivité devraient couvrir ces dégâts. Ce qui est différent quand même du cas où il faudrait aménager le lieu du retournement pour qu'on puisse effectuer la prestation. Là, on pourrait se poser la question de savoir qui le supporte suivant quelle modalité on l'a fait. Mais bon, c'est une bonne question. Ça, c'est autre chose. Et je vous porterai une réponse définitive. Merci. La prochaine fois, je vous le promets. Bien. Rappelez quand même que cette décision du bureau vient à la suite d'un travail en commission. C'est ce que je demandais à la directrice, puisque je ne participe pas aux commissions. La commission a travaillé sur ce règlement et a donné un avis favorable. Et favorable de la part de tous ceux qui étaient présents, hein, je le rappelle. D'autres sujets? Ah, pardon, Raymond. Hop, hop, hop. Il faut le micro. Oui, excusez-moi, parce que je prends ce sujet en cours.
étant donné que hier j'ai reçu un mail en tant que maire, ainsi que, je crois, le maire de Bagère et de Bétchot, précisant un petit peu ce problème. Bon, alors, moi, je ne suis pas contre des aménagements à apporter, éventuellement des solutions à trouver. Hein. Mais par contre, ce qu'il faudrait, donner le temps de voir ce que l'on peut aménager, parce qu'effectivement, il y a, moi, ce qu'on me dit hier matin, j'ai appelé quand même le responsable de suite, hein, par téléphone, je ne fais pas tout par mail quand même, hein, par téléphone, j'ai appelé le responsable du ramassage, hein, et qui m'a dit qu'effectivement, on pourrait se rencontrer, etc. On ne se rencontre pas plus tard que demain. Moi, je ne pourrai pas être là à 14 h, mais il y aura mon adjoint, hein, qui connaît très bien le dossier également, pour voir le concept qu'il y a sur notre secteur. Parce que sur notre secteur, par exemple, la commune de Mercenag n'est pas trop impactée. Il n'y a que 2 foyers qui sont impactés. Et ensuite, c'est la commune de Bagère qui est impactée, et secondairement aussi Bétchat. C'est-à-dire qu'il y a un secteur où il y a peut-être, je ne sais pas, il y a 7 ou 8 familles. Et à partir de là, ils ne peuvent pas, disons, se retourner à la sortie. Donc, il faut utiliser éventuellement un privé, si c'est possible, ou alors il faut trouver une autre solution. Parce que sinon, l'autre solution, on me l'a précisé, elle est d'amener ces gens à amener leurs ordures à, disons, pratiquement à 800 mètres, 1 kilomètre de chez eux, à un bon kilomètre de chez eux. Bon, on peut mettre, c'est sur la commune de Mercenag, alors le kilomètre de chez eux. Hein, on peut l'envisager peut-être, mais enfin, de façon à ce que tout le monde fonctionne au même niveau, c'est-à-dire que la TOM, on doit rendre le service quand même aussi, il serait bon qu'on ne se presse pas, mais qu'on utilise le dialogue pour trouver des solutions qui soient intelligentes, des solutions qui soient pragmatiques et des solutions qui soient, disons, de service public. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et j'en sais concernant ce sujet, parce qu'il y aura un sujet. Il y a effectivement, moi j'ai vu aujourd'hui des personnes qui veulent être collectées. Et ils ne veulent pas transporter les ordures à 1 kilomètre. Voilà, donc il faudra trouver peut-être une solution. 2 choses. D'abord, je comprends qu'on vous a envoyé un mail, mais qu'il n'y a pas aucune action qui a modifié le mode de collecte aujourd'hui. Hein. Bon, donc rien n'a été fait. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, moi personnellement, et je pense que c'est le cas d'Ivan Martin également, on est largement ouvert au dialogue. Je suis prêt à dialoguer autant que nécessaire et que souhaitable. Maintenant, il y a aussi un certain nombre c'est déjà le cas, de lieux où les gens descendent de leur hameau dans la montagne, où les gens descendent de leurs poubelles jusqu'aux endroits de collecte regroupés parce qu'effectivement, il n'y a pas de possibilité d'y aller en camion ou que c'est compliqué, voire dangereux. Donc, je crois que tout ça, ça se regarde tranquillement, quoi. Hein, tranquillement. Bien, oui. Si c'est du harcèlement, il faut le dire. Alors moi j'aurais quelques remarques donc, sur cette première volée de décision du bureau. Oui, Monsieur le Président, c'est bon? C'est bon de... Pourquoi? Vous étiez occupé là, donc c'est à vous que je m'adresse, donc c'est pour ça. Faites-moi confiance, une oreille était en votre direction. Oui, je sais que vous êtes comme moi, vous savez faire plusieurs choses à la fois. Très bien. Alors justement, sur les décisions du bureau du 27 mars, il y a plusieurs décisions qui appellent des conventions. Donc, est-ce qu'il serait possible d'avoir ces conventions pour celles qui manquent?
Alors, je pointe notamment la convention sur la répartition, la délégation, on appelle comme on veut, l'octroi, etc., sur l'immobilier d'entreprise, qui n'a pas été donné, sauf erreur. Il peut y avoir un loupé de... Je ne sais pas où donc, je souhaiterais bien l'avoir. C'est quelle décision, pardon? La décision numéro 21. La convention associée à la décision 21. Il en est de même pour la convention. Alors là, ce n'est pas la convention, c'est le règlement de collecte, ce qui était évoqué justement à l'instant. On a le sommaire, mais on n'a pas le règlement. Alors, soit on nous fournit un règlement, soit à minima, on dit où on peut le trouver. Peut-être qu'il est sur le site, quelque part, dans un coin, je ne sais pas. Bon. Oui, mais si on pouvait savoir un peu plus facilement où, voilà, ça serait bien. Non, mais je pense que c'est un oubli des services. Il faut se dire les choses. Donc, on vous l'enverra. Voilà, si on peut. Bon, le mieux, ça serait de nous le transmettre, comme ça au moins. Voilà, puisque certains ont été obligés d'aller le chercher. Je sais que Patrick Galli l'a recherché. Bon, je pense que tous les délégués sont intéressés à le lire, quand même, ce règlement, parce que le service public, ça nous touche. Et donc, il serait bien qu'on l'ait. Alors, ça, c'était donc en rapport. Ensuite, je vais essayer de le faire dans l'ordre. Sur la décision du bureau numéro 22, qui touche donc à la convention ou la recherche là sur le FEADR, Montbagri. Il y a une convention entre la communauté de communes et certaines communes là, des Hautes-Vallées, comme c'est dit. Est-ce que ce serait possible d'avoir la liste de ces communes? Parce qu'il y a une décision, on parle des communes, mais on ne sait pas lesquelles. Oui, mais si on pouvait avoir les noms des communes, ça serait bien. Je pense qu'il aurait été souhaitable que ça soit dans la décision. Voilà. Donc j'aimerais avoir communication de ces 8 communes, surtout que les cantons, maintenant, ont beaucoup... Non, on me l'écrit, c'est plus simple. Au moins, parce que là, bon, c'est difficile de noter. Voilà, alors ça c'est pour celle-là. Excusez-moi, j'essaye de me retrouver mes petits post-it dans l'ordre. Je ne voudrais pas vous faire des redites. On est toujours sur le premier bureau. Absolument. Voilà. Vis-à-vis du règlement intérieur de la déchetterie. Alors peut-être que c'est le cas aussi pour le règlement intérieur de la collecte. Donc M. Timbar, si vous voudrez bien m'entendre, mais il doit être capable de faire plusieurs choses à la fois lui aussi. Il y a une révision des règlements. Alors pour le règlement intérieur des déchetteries, c'est marqué en clair. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un document qui pointe, alors soit faire la liste, soit simplement dans le document, ça se fait maintenant avec les beaux traitements de texte que nous avons, des modifications. Ça éviterait, entre guillemets, de se retaper tout le texte, de faire le jeu des 7 erreurs pour savoir qu'est-ce qui a été modifié. Alors j'ai vu par rapport au sujet précédent que Yvan Martin semblait dire qu'il n'y avait pas de modification vis-à-vis de l'ancien règlement sur le point qui a été évoqué. Vous voyez, bon, s'il n'y avait pas de modification, on aurait eu l'écart entre les deux. Peut-être que la question n'aurait pas été posée. Non, mais dans la délibération, c'est indiqué. Non, il n'y a pas indiqué les choses qui ont été modifiées. Les points qui sont modifiés. Par ailleurs, en ce qui concerne le règlement dont vous parlez, de collecte, Monsieur Timbar, on me confirme. Monsieur Timbar, ma question est simple. C'est On laisse répondre le vice-président. Oui, mais j'avais encore la parole. Monsieur Timbar n'a pas demandé la parole et tu ne lui as pas donné. Je vous la redonne immédiatement après. Oui, mais donc je la perds, c'est ça? Tu me retires la parole? Je ne sais pas si tu mais si, tu me retires la parole si tu la donnes à quelqu'un d'autre. Laissons terminer, monsieur le vice-président. Bon. Merci. Parce que monsieur Timbar, lui, prend la parole sans la demander tout le temps. Laissons terminer, monsieur le vice-président. Le dialogue, c'est ça, non? Non, il n'est pas un dialogue, on pose des questions. Vous voulez mettre et on attend des réponses. Tu te régales dans quelque chose de formel. Eh bien oui, on est en conseil communautaire. Ah ben alors, et alors? Et je sais, monsieur le président, attentif à un certain formalisme. C'est pour ça, laissons répondre le vice-président. Ce fut une réponse courte. Donc, tu reprends la parole. Je reprécise, je souhaiterais que soit pointé, soit dans la décision, soit dans le document annexé à la décision,
la différence entre l'ancienne version et la nouvelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait office de la décision. Ça me semble le minimum. Voilà. Si monsieur le vice-président veut bien acter cela. J'acte que c'est écrit dans la délibération. Non, je regrette. Alors là, ça ressemble à du ping-pong. Voilà. Mais si, mais non, Voilà. donc on arrête. Donc je vous le mettrai sous les yeux, monsieur Timbar, tout à l'heure, durant les moments plus conviviaux, pour vous montrer que ce n'est pas le cas. Si c'est le cas. Oui, pampan cucu, je sais. Ensuite, ça sera l'avant-dernière intervention, c'est par rapport à la décision numéro 28. Alors, la décision numéro 28, donc, ça touche donc à l'aide en trésorerie de la SCIC de l'abattoir. Il y a, si j'ai bien compris, une aide de trésorerie de 70 000 euros qui va être faite. Alors, je voudrais avoir confirmation que c'est bien une aide de trésorerie. Et j'aimerais savoir sous quelle forme ça prend. Est-ce que c'est éventuellement un prêt, une subvention, si c'est etc. Donc, c'est des sommes, oui, qui sont versées à ce jour, d'ailleurs, à l'abattoir, pour les aider à se maintenir à flot. C'est des avances qu'on appelle, enfin, on peut appeler ça des avances en compte courant dans des sociétés, ce qui existe, qui sont, on peut considérer ça comme un prêt à... C'est un prêt à taux zéro, quoi. Enfin, Ah même oui, pas. Non, oui, c'est pas de prêt, ça, c'est pas Bon, contractualisé. après, dans des sociétés, on peut rémunérer les comptes courants, mais là, ce n'est pas le cas, non. Voilà, il n'y a pas de contractualisation derrière. Non, Voilà. non. Bon, donc ma question suivante est la suivante. Pourquoi la CIC n'ouvre pas une ligne de trésorerie plutôt que de faire appel, on va dire, aux bonnes âmes de la communauté de communes dans des échanges financiers, bon, pas forcément toujours... Alain Medj en a parlé il n'y a pas longtemps en conseil. Il a exposé la situation de l'abattoir qui est très compliquée. Et donc, ce n'est même pas la peine d'aller voir des banques pour se faire prêter de l'argent dans la situation où est l'abattoir aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je supposais. Donc, c'est faute de ne pas... Vu la situation, la CIC n'aurait pas le droit à une ligne de trésorerie, donc on lui prête de l'argent pour sa trésorerie. Oui, la communauté de communes est associée de la Voilà. SIC, donc c'est à ce titre qu'on Voilà. vient intervenir. Et j'en déduis que de l'autre côté, si on ne faisait pas ça, on serait en dépôt de bilan, quoi. Ça serait fermé, oui. Hein, on est bien d'accord. Voilà. Enfin, non, c'est la SIC, c'est une société Oui, coopérative. oui, enfin, bon, voilà. Avec plusieurs Schématique. collèges, voilà. Bien sûr. Bon, enfin, bon, une procédure de... Après, les autres collèges pourraient venir abonder, mais bon. Oui. c'est Il y pas aurait le une cas. procédure, donc, enfin. Alors, je reprends ce point, hein, que c'est bien ce que je doutais, mais pour que chaque délégué ici en prenne bien conscience. Hein, qu'on est en train de faire donc des facilités de trésorerie à la SCIC, à l'abattoir, que si on ne faisait pas ça, il y aurait une liquidation de l'abattoir. Et moi, je voudrais qu'on prenne bien conscience, derrière, de l'importance de tout ce qui se passe autour de l'abattoir. Patrick Galli, la dernière fois, à travers le PPI plutôt, l'a évoqué en termes d'investissement et de survie, de maintien en flot de l'abattoir, pas sur le plan du fonctionnement, mais sur le plan de l'investissement. Je n'ai pas l'impression que tout le monde ait une pleine conscience des enjeux et de la bascule sur laquelle on est, beaucoup plus importante qu'elle l'a été par le passé. Voilà, c'était juste un moment de sensibilisation. Un deuxième sujet de sensibilisation qui est un post-it, mais ça a été traité tout à l'heure, et donc avec la magnifique réponse du vice-président, M. Timbar. Moi, je voudrais insister quand même que les ordures ménagères, c'est un service public. Pour avoir été président donc, du SICTOM par le passé, je voudrais rappeler aussi à ceux qui auront un peu de mémoire, qui étaient là à l'époque, que vis-à-vis de ce service public, les ordures ménagères ne vont pas, M. Timbar, sur des chemins privés. Ça serait une catastrophe quand même. Hein, bon, je vois Ivan qui affirme derrière. Donc, comme M. Timbar, vous avez parlé de chemin privé tout à l'heure, je vous prierai de rectifier. Les camions de la communauté de communes ne vont pas sur les chemins privés. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a de cela donc une vingtaine d'années, Ivan était déjà dans les murs du SICTOM. Elle s'en rappellera.
Il y a eu une opération qui était un peu en anticipation de ce qu'allait demander l'ADEME 2 ans plus tard, qui a été, le mot n'était pas bon, appelée optimisation, qui a consisté justement, par rapport aux dérives historiques et de bonne loi, on va dire, issues depuis la création du SICTOM, c'est-à-dire il y a une quarantaine d'années en arrière, il y a eu un, entre guillemets, le mot n'est pas bon non plus, ménage de fait, pour que justement les camions n'aillent pas dans des coins perdus où ils ne puissent pas se retourner. Qu'on essaye de temps en temps d'améliorer l'efficacité en faisant ce qu'on a appelé des points de regroupement dans les endroits où les habitations, les fermes étant en bout de chemin communal, public. Malgré ça, les habitants passent régulièrement 2, 3, 4 fois, on va dire, sur le croisement de route qui était en bas. Et on a descendu les conteneurs pour les mettre au croisement de route en bas. Je vois Medj qui opine, il était aussi, je pense, à cette époque-là dans le conseil syndical du SICTOM, le comité syndical. Donc tout ce travail a été fait, ça a été lourd, les élus ont tenu bon, parce qu'évidemment, pas mal d'habitants n'étaient pas d'accord. Et on a garanti un service public égal pour tout le monde, sans coût dispendieux pour la collectivité. Je n'oserais espérer qu'en 20 ans, ce principe-là a dérivé. Je veux bien qu'il y ait eu des choses qui aient été encore améliorées. Donc, je ne comprends pas, moi, comment aujourd'hui, il puisse y aller, comme vous le dites, M. Timbar, et qu'il puisse y avoir des camions qui font des chemins donc, publics pour aller chercher une seule habitation en bout de chemin sans pouvoir se retourner. Ça, je ne comprendrai pas. Donc, par rapport à l'exemple qui a été cité et ce que vous dites, M. Timbar, qu'il y ait des camions qui aillent à la demande des habitants en plus, ce qui me semble complètement anormal. Les habitants n'ont pas à demander. C'est un service public, il est rendu de la même façon pour tout le monde. Je ne comprends pas l'exemple que vous preniez, M. Timbar, de faire aller le camion en bout de chemin où il y aurait, entre guillemets, qu'un ou deux habitants et on ne puisse pas se retourner. C'est un schéma qui, pour moi, n'existerait pas. S'il existe, je veux bien, je serais très intéressé à connaître ce genre d'exemple. Monsieur le Président, j'en aurais terminé pour ce bureau-là. Je ne sais pas quoi dire, puisque vous avez beaucoup parlé, et puis que depuis, quand vous étiez président du SICTOM, vous avez tout fait. Donc je n'ose rien dire. Je n'ose rien dire. Bien, on passe au bureau du 24 avril 2025, où vous avez des décisions nombreuses, décisions du numéro 30 au numéro 49. Merci, Monsieur le Président. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il est advenu de la décision numéro 29. Est-ce que c'est un oubli de l'avoir annexé dans notre envoi ou est-ce que c'est une décision qui a existé, qui a été annulée Vous pourrez bien le vérifier, hein, des fois qu'on ait un oubli dans ce qui nous a été envoyé. Oui, d'accord. Bien sûr. Alors, c'est la même... donc, dans la série de ma question de tout à l'heure vis-à-vis du bureau précédent, j'aimerais aussi qu'on fournisse la convention qui n'a pas été fournie de la décision numéro 33, c'est-à-dire le partenariat avec la Chambre de commerce. Dites-moi. C'est pas ma faute. Ah, mais je n'en doutais pas une seconde. C'est pas la faute des services. C'est la faute du logiciel qui a sauté de la 28 à la 30. Voilà. Donc j'ai bien fait de poser la question. Donc vous nous transmettrez la 29. Et non, elle n'existe pas. Le logiciel dans la numérotation. D'accord. C'est sérieux, hein. Je vous réponds sérieusement. Hein. Oui, mais, non, mais je subis suffisamment les affres de l'informatique pour accepter la réponse. Donc, je disais, la convention relative à la décision numéro 33 qui porte sur les relations avec la Chambre de commerce. Où suis-je ? Et j'aimerais avoir des précisions, parce que là aussi, c'est un peu comme tout à l'heure, les communes qui ne sont pas citées.
Donc on va louer à la SARL d'Esclos un local sur la zone du Pitarlit, donc on peut applaudir. Il y a le loyer à 345 €, mais on ne sait pas exactement ce qu'on loue, c'est-à-dire la surface notamment. On évoque en début de décision tous les trucs de premier accueil que l'on a, les surfaces qu'il y a dans ces trucs de premier accueil, mais par contre, pour ce qui est du cas d'Esclos, il y a le loyer, mais pas la surface ou le local exact à côté. Est-ce qu'on pourrait avoir cette précision? On vous le précisera. Merci. Enfin, à moins que le vice-président puisse donner le nombre de mètres carrés. Donc, on vous le précisera. Enfin, c'est très simple, soit c'est 150, si j'ai bien compris, soit c'est 300. Hein, voilà. Ah, ça y est. Oh. Patrick, je pense que tu as assez parlé pour ce début de séance. Tu me fais passer le micro, s'il te plaît. Merci. Alors, oui, mais ça... non, mais donc j'ai compris. Donc c'est un module de 150 mètres carrés comprenant 120 mètres carrés, une partie bureau, vestiaire de 30 mètres carrés. Donc on ne loue que 150. Oui. On ne loue pas les deux. Hein. D'accord, c'est 150. C'est ça. Voilà, très bien, merci. À l'avenir, il y a souvent dans les décisions comme ça des petites précisions qui manquent. Donc, non. Ça sera tout. On est là pour essayer d'apporter les précisions qui peuvent être manquantes, effectivement. Sur ce bureau, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Bon. Alors, on va clôturer cette partie. Je vous remercie. Et on va démarrer donc les délibérations avec le rapport numéro 1. Il s'agit de la création de l'EPIC des eaux du Couserans et c'est le vice-président qui va vous présenter cette délibération. Je vais récupérer le micro. Voici. Merci. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors c'est un sujet que nous avons évoqué depuis de longs mois. Et théoriquement ce soir, on devrait concrétiser. Si vous en êtes d'accord, bien sûr, lorsqu'on passera au vote. Je vous épargnerai la lecture des statuts. Vous les avez reçus. Je ne rentrerai peut-être pas dans le détail. Je vous poserai peut-être les questions qui vous semblent importantes. Je vais simplement rapidement vous expliquer pourquoi à nouveau nous avons décidé de quitter, entre parenthèses, que le service des eaux ait choisi de quitter, de devenir un peu plus autonome pour diverses raisons. Tout d'abord, c'est pour avoir une gestion du personnel beaucoup plus adaptée au statut, puisque vous savez qu'on a une grosse partie du personnel qui est privé. Ce sont des contrats privés et on a très peu de contrats fonction publique. Donc pour nous, effectivement, ce sera beaucoup plus pratique. Et ensuite, la deuxième raison, qui est aussi très importante, ça nous permet d'avoir un allègement fiscal chaque année sur les charges salariales. Pour info, c'est un chiffre qui sera peut-être plus moins, mais on devrait tourner aux alentours de 140 000 € d'économie. Voilà. Donc la création et la forme de la régie. Alors voilà, on crée une régie personnalisée pour l'exploitation des services publics, de l'eau potable et de l'assainissement. Là, il n'y a pas de surprise. Périmètre et compétences de la régie, on l'a évoqué aussi plusieurs fois, on a même voté. Vous savez que nous avons, pour la compétence eau, nous avons la mission sur 78 communes. Et pour la compétence assainissement, nous avons la mission sur 79 communes. La commune supplémentaire, c'est la commune de la Bastide du Salat, qui se sert à nous au syndicat des eaux de l'Arbas. Voilà. Les missions, ce sont sensiblement, elles sont similaires à celles que nous assurions jusqu'à présent. Préservation de la ressource, production, collecte, transport, traitement des eaux usées. Voilà, et en plus, vous savez qu'on a quelques missions qu'on fait à titre onéreux, hein, pour la défense extérieure contre l'incendie notamment. On peut assister la communauté de communes dans l'exercice de ses compétences, notamment dans le rôle des membres du syndicat. On assiste les communes du Couserans à réaliser des schémas directeurs sur la compétence pluviale, parce que ça aussi, vous savez que c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus important à réaliser pour toutes les communes.
pour la production, le transport et la distribution d'eau brute, et pour la production, le transport et la distribution d'eau usée traitée. C'est lorsqu'on réutilise les eaux usées traitées. Voilà pour le périmètre et les compétences. Alors, ce qui est important, ce qui n'existait pas, c'est les relations avec la communauté de communes. Alors ça, c'est un sujet presque essentiel. Les grandes orientations qui devraient rassurer la plupart d'entre vous, les grandes orientations de la politique de développement de la régie, ainsi que les limites des activités relevant de sa compétence et les modalités de contrôle de la régie demeurent définies par le conseil communautaire de la communauté de communes en sa qualité d'autorité organisatrice. Donc nous tous ici restons quand même, avons la même mise sur l'avenir, sur le devenir de notre service des eaux. Les modalités de mise en œuvre de ces politiques sont encadrées par le document d'orientation stratégique pluriannuel qui lie la communauté de communes à la régie. Les statuts de la régie, eh bien, vous les avez en suivant. Je pense que tout le monde les a reçus. On y reviendra, si vous voulez, pendant le petit débat qu'il y aura tout à l'heure. Pour le transfert de l'actif et du passif et le régime des biens de la régie, voilà, l'actif et le passif des budgets annexes au assainissement de la communauté de communes seront intégralement transférés au profit de l'EPIC pour nous permettre, bien sûr, de fonctionner. Concernant les biens, ils seront transférés en pleine propriété. Là, on parle des biens, des structures, on parle des véhicules, on parle du matériel. Les biens remis à titre de dotation sont donc intégrés à l'actif de la régie pour leur valeur brute. Les amortissements antérieurement constitués sont également repris, ainsi que les subventions et les emprunts. Bon, ça coule de source. En parallèle, les éléments correspondants sont évidemment soldés dans le budget annexe de la collectivité de rattachement. Autre partie importante, la gouvernance de la régie et la désignation des représentants et du directeur. Selon les statuts annexés, le conseil d'administration sera composé de 12 membres avec voix délibérative. Il y aura 8 membres issus du conseil communautaire, désignés par le conseil communautaire sur proposition du président. C'est le président qui propose des noms. 4 personnalités qualifiées, c'est-à-dire qui ne font pas partie du conseil communautaire, mais qui sont élus dans les conseils municipaux. Ça leur donne une légitimité. Désignés par le conseil communautaire, donc c'est vous qui allez voter, mais la liste de ces personnes, c'est une proposition du président. Vous avez ensuite le petit tableau, j'imagine, avec la répartition. Castillonnais, 2 délégués de la communauté de communes. Le Haut-Salat, Massatois, 2 délégués. Plaine Petite-Pyrénées, c'est-à-dire Saint-Giron, le Bas-Salat, Sainte-Croix, il y aura 4 délégués. Et le nombre de personnalités qualifiées, idem, au même prorata, 1 pour le Castillonnais, 1 pour le Haut-Salat-Massatois et 2 pour la Plaine et Petite-Pyrénées. Donc chacun avec des voix délibératives. Il est rappelé que les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation ne peuvent, ça évidemment, et c'est comme dans tous les statuts, prendre ou conserver un intérêt dans les entreprises, occuper une fonction dans ces entreprises, assurer une prestation pour ces entreprises et prêter leur concours à titre onéreux à la régie. Donc ça aussi, la question avait été soulevée lors d'un précédent conseil. Ça devrait rassurer aussi un peu tout le monde pour le vote de tout à l'heure. Le directeur est nommé par le président du conseil d'administration après désignation par délibération du conseil communautaire adoptée sur proposition du président de la communauté de communes. La présente délibération a donc également pour objet d'autoriser le président de la communauté de communes à proposer au conseil communautaire la désignation du directeur de la régie des eaux du Couserans. Alors, le personnel de la régie, ça c'est aussi important, directeur et comptable seront soumis à un régime de droit public. Ce seront les 2 personnes dans la structure qui resteront de droit public. Voilà, donc je crois que je vous ai dit les choses les plus importantes. Je vais donc vous lire le texte de la délibération. Donc l'article 1, nous allons vous demander de voter pour créer une régie dotée de l'autonomie financière et de la personnalité juridique dénommée Eaux du Couserans. Ce sera donc le nom de ce sera plus service des Eaux du Couserans. Ça sera tout simplement Eaux du Couserans.
Article 2, nous vous demanderons d'adopter les statuts annexés à la présente délibération relatifs au fonctionnement de la dite régie. Article 3, validation du transfert de l'actif et du passif dans les budgets annexes eau et assainissement de la communauté de communes vers les budgets eau et assainissement de l'EPIC, ainsi que le transfert en pleine propriété des biens affectés au service et au profit de l'EPIC. L'article 4, alors voilà la liste des personnes qui ont été proposées par le président. Alors je ne sais pas si elles apparaissent, peut-être pas. Alors pour le Haut-Salat, Isabelle Piquemal, Alain Servat. Pour le Castillonnais, Laurence Bugat, Patrick Tembar. Pour la Plaine, ce qu'on appelle aussi Petite-Pyrénées, Bernard Lamarie, Jean-Paul Falguier, Nathalie Aurillac de Gajan, Jean-Pierre Saint-Germès de Fabas. Et les personnes qualifiées, Pierre Miqueux de Sainte-Croix, Sandrine Houssaillet de l'Escure, Marie-Josée Zong pour le Castillonnais, Jean-Pierre Galin pour le Massatois, pour Luce, voilà, pour le Massatois. Alors, cette liste a été, ça n'a pas été fait comme ça, juste, on n'a pas jeté les noms comme ça sur une feuille de papier. On a essayé d'abord, vous le voyez, de faire en sorte, même si on n'est pas obligé, de respecter la parité. Il y a autant de femmes, il y a quasi autant de femmes que d'hommes. Ensuite, on a essayé de respecter, bien sûr, la logique des territoires. Tous les territoires sont représentés dans cette liste. On a aussi travaillé sur le fait qu'il y a des communes qui étaient ex-SMDEA et sur les communes service des eaux du Couserans. Voilà, donc article 6, autoriser Monsieur le Président à proposer au Conseil communautaire la désignation du directeur de l'EPIC au du Couserans, je pense qu'il n'y aura pas de surprise, et d'autoriser Monsieur le Président à prendre et à signer tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Alors c'est une délibération bien sûr très importante, presque historique pour notre service des eaux du Couserans. Donc n'hésitez pas à poser des questions, on va essayer d'y répondre de manière la plus précise pour que vous puissiez voter à votre âme et conscience cette délibération. Merci pour la présentation. Donc, maintenant, place aux questions. Oui, le micro arrive. Oui, bonsoir. C'est Yvan Gros, le maire de Mérigon. Les personnes qui ont été désignées là pour siéger, elles sont désignées pour combien de temps? Le temps, ça marche pas? Pour un mandat très court, qui s'arrêtera lors du renouvellement des élus à la communauté de communes. Donc, ça sera le mandat des municipalités? Tout à fait. Ah, enfin, des municipalités, des EPCI. Des EPCI, mais oui, pareil, c'est le même. Mais pas tout à fait. Il y a quelques semaines de décalage. Oui, bonsoir. C'était juste pour savoir, par rapport à cette création, par rapport à l'intégration des anciennes communes SMDEA, comment vous allez redéfinir le schéma des travaux. Je prends ma commune, par exemple, qui n'a que l'assainissement. On avait un projet d'assainissement collectif qui a été gentiment enterré il y a quelques années, et savoir comment on pourra avancer par rapport à ces sujets-là. Oui, pour répondre à cette question, je connais votre inquiétude, comme l'inquiétude de certains. Il peut y avoir diverses raisons qui peuvent empêcher de mettre en place un système d'assainissement. Montjoie, on en discutait encore tout à l'heure. Je pense que le maire de Montjoie, la mairesse de Montjoie va nous poser la question aussi tout à l'heure, même si on en a déjà parlé. Et ensuite, il y a évidemment le fameux schéma directeur. Donc là, avec toutes les nouvelles communes, on va bien sûr rebattre les cartes. Et avec les priorités qui sont fortement dirigées encadrées par l'agence de l'eau à Dour-Garonne. Un des premiers travaux importants, et Dieu sait s'il y en aura là, dans les mois à venir encore, sera de retravailler sur ce schéma directeur pour essayer de faire quelque chose,
mais le plus rapidement possible, même si ça va être compliqué, au moins que les gens sachent, que vos administrés et que votre conseil municipal sachent quand est-ce qu'on pourra mettre en place un système d'assainissement en partie ou sur toute votre commune. Et je parle pour vous, mais je parle aussi pour tout le monde, pour tous ceux que nous avons accueillis dans notre structure depuis quelques mois. Oui, tu as tendu la perche. Madame le maire l'a saisie. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on parlait tout à l'heure. Alors, moi, je me suis interrogée pour quelle raison eau du Couserans. Il n'y a pas assainissement dedans. Je reparle d'assainissement, bien sûr. Alors, eau au pluriel, c'est-à-dire les eaux potables, l'eau qu'on utilise, les eaux. Et les eaux usées, quoi. Voilà, on a essayé de faire court. On l'a travaillé en bureau, on a eu une dizaine de propositions, donc il fallait en trouver une. Et on pense que c'était le plus... Parce qu'il y avait des diverses... Il devait y avoir d'autres... Oui, il y avait d'autres... Bon, ça nous a semblé être la plus simple et... Ouais, on ne prend pas de risque. On ne prend pas de risque avec eau du Couserans, c'est vrai que... Ouais. Puis ça résume bien... ouais. Puis on n'est pas très éloigné de service des eaux du Couserans. Je veux dire, il n'y aura pas de confusion, je pense, dans la tête des gens. Toujours sur ce sujet important, est-ce qu'il y a d'autres... Oui. Merci, bonsoir. Quelle est la logique qui a poussé à ce qu'il y ait des administrateurs qui ne soient pas de la communauté de communes? Est-ce que c'est une obligation légale? Est-ce que c'est une volonté de la commune? Enfin, ça sera une volonté de la communauté de communes après, mais lors de la présentation, d'où vient cette... Alors, il y a une obligation légale, bien sûr, puisqu'on a travaillé avant de faire les statuts. Et d'ailleurs, je tire mon coup de chapeau à Jean-Philippe. Il y a eu un travail au préalable. Pour avoir un retour sur l'existant, nous avons... D'abord, on a consulté un cabinet d'avocats qui nous a donné l'encadrement légal. Et ensuite, on a pris contact avec d'autres régies des eaux, notamment la régie des eaux d'Avignon, c'est ça, hein, voilà, c'est ça, qui nous a, on s'en est un tout petit peu servi d'exemple, et puis on les a appelés pour savoir comment ça fonctionnait. Donc on est encadré légalement en mettant des personnes qui ne font pas partie de la communauté de communes, à condition qu'elles soient minoritaires. Il faut que ce soit les élus de la communauté de communes qui soient majoritaires, ce qui est le cas ici, puisqu'on a 8 et 4. Voilà, ça devrait marcher comme ça. Oui. Oui. D'autres interventions? Après, pour le fonctionnement et pour assurer, il y aura quand même, on va le mettre en place, il y aura quand même 2 ou 3 assemblées plénières tout au long de l'année où on fera bien sûr une rencontre avec tous les élus, quels qu'ils soient, pour dire un peu, expliquer un peu où on en est, et puis bien sûr écouter les conseils des uns et des autres et faire un travail quand même commun. Oui. Ça n'a pas trop posé de problème au niveau du personnel. Alors au niveau le fait que ça devienne le PCI. Alors au contraire, je pense que c'est plutôt positif, parce qu'une des craintes du personnel initial, les services des ex-syndicats des eaux du Couserans, ben c'est vrai que ça avait été un élément anxiogène de rentrer dans la communauté de communes pour diverses raisons, et selon ce que pense chacun. Donc apparemment non, d'autant plus que là, voilà, la plupart c'est des droits privés, donc ça va nous permettre d'appliquer la convention qui s'applique pour ces métiers-là, ces métiers de l'eau, et ça va nous permettre d'essayer de
Ça va nous permettre de leur rendre une vie professionnelle beaucoup plus agréable. Enfin, là aussi, on y travaille, hein, puisque nous avions tout à l'heure une réunion avec les syndicats où on a remis en marche un process de discussion avec le personnel. Et je vais laisser... D'accord, c'est Alain qui était là aussi. Oui, non, mais juste dire que ça a été présenté cet après-midi au CST, au F3SCT, aux organisations syndicales, qui a reçu un avis favorable à l'unanimité. Voilà, les personnels sont apparemment satisfaits de ce qui est en train de se passer, quoi. Voilà. Le nombre de délégués, c'est un minimum autorisé ou ça peut être avantage, moins? Est-ce qu'il y a un minimum parce que je trouve que sur 80 communes, 12 délégués, ça change ce qui existe. Ça peut être davantage, mais c'est ce qui paraissait être le plus... Il n'y a rien imposé, quoi. Comment? Il n'y a rien imposé. Non, il y a rien. Si, il y a un minimum imposé quelque part, je l'ai lu. On en a parlé quand on a travaillé sur le projet. Je vais te dire ça, les statuts. Je crois que c'est 3. Il faut être supérieur à 3. 2, c'est le minimum. Mais 2, c'est bon. Là, c'est large. Ouais, c'est un peu juste. Hein, ouais. Pour le quorum, c'est bien, mais après, pour le reste, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Oui. Justement, sur cette histoire de délégués, dans la mesure où on a une structure maintenant séparée, il ne va plus y avoir de commission de l'eau. Donc, il n'y aura plus d'instance réelle de débat en dehors des 8 personnes qui vont gérer entièrement le service des eaux et de l'assainissement. Je me trompe pas, c'est bien ça. Jusqu'à la fin du mandat, on va maintenir, hein, comme je disais, on va faire des séances plénières avec tous ceux qui le souhaitent et les ex-membres de la commission, bien sûr, pour ne pas travailler tout seul, évidemment. On reste quand même une structure... Quelle est la date de création de l'EPIC officiellement? 1er juin. Alors donc à partir du 1er juin, normalement, non. Il reste quelques mois. Oui, enfin, d'accord, ouais. Si on veut, ouais. Oui. Non, mais je veux dire, il reste quelques mois jusqu'aux prochaines élections. La dernière quinzaine de mai, quoi, d'accord. Non, il reste quelques mois jusqu'au mois de mars 2026. Donc, enfin, à partir du moment où l'EPIC est créé, il y a un conseil d'administration qui a, entre guillemets, plein pouvoir. Je ne vois pas pourquoi il y aurait... quel est le sens de faire une commission? La commission a un sens dans le cadre de la communauté de communes. Pardon. Qu'est-ce qui change par rapport à la situation d'aujourd'hui? On a soit un bureau communautaire, soit un conseil communautaire qui a les pleins pouvoirs. On sait très bien que les commissions n'ont pas de pouvoir de décision. Ne servent à rien. D'accord. Non. Non, il ne faut surtout pas prêter cette intention. Hein. Pardon. Elles ont simplement pour sujet de travailler, de préparer. Et donc je ne vois pas où est le problème de maintenir la commission eau qui sera là pour accompagner effectivement les réflexions et les décisions du futur conseil d'exploitation. Effectivement. Donc on peut envisager des commissions eau qui sont maintenues. C'est ce qu'il vient de dire. J'ai dit. Et à la commission eau viennent assister donc les administrateurs de l'EPIC. C'est ce que je viens de dire. Oui, c'est ce que je viens de dire. D'accord. Parce que moi, je trouve que c'est très rassurant et c'est beaucoup plus... ça me paraît beaucoup plus juste qu'il y ait un débat, qu'il y ait une discussion. On fait moins de bêtises. Et quand on prend des décisions, ben, voilà, on a fait... Le travail, on ne l'a pas fait seul, on l'a fait ensemble. On s'est toujours adapté. Quand les communes isolées nous ont rejoints, on leur a proposé de venir travailler. Je peux. Quand les communes isolées sont venues nous rejoindre, on leur a proposé d'intégrer la commission. Quand les communes de l'ex-SMDEA sont venues nous rejoindre, on leur a proposé également d'intégrer la commission. Voilà, bon, on présente une certaine souplesse pour essayer de faire en sorte qu'on travaille le mieux possible. Oui, il y a la souplesse et il y a la légalité de notre côté. Et la légalité, jusqu'à ce jour encore, hein, puisque ce n'est pas ce soir que l'EPIC va prendre une décision. C'est le bureau communautaire ou le conseil communautaire en fonction des délégations. Demain, ce sera le conseil d'exploitation. D'administration. D'administration, pardon. Voilà. Mais le conseil d'administration est souverain et contrairement au fonctionnement d'aujourd'hui où le budget annexe est dans tous les cas un service de la communauté de communes,
et où donc la commission a quand même pleine raison d'être au sein de la communauté de communes. Nous sommes dans le cas, la présence d'un EPIC, qui est un organisme séparé de la communauté de communes. D'accord ? Donc, en toute rigueur, les administrateurs, nonobstant, on va dire, l'influence que peut avoir mon ami Bernard Lamarie, les administrateurs peuvent parfaitement décider de ne plus tenir réunion d'une commission de l'eau de la communauté de communes et gérer ça de leur côté. Il n'y a rien qui l'empêche légalement. Contrairement à aujourd'hui où on s'est adapté, d'accord, mais enfin bon, s'il n'y avait pas une commission eau, je pense qu'un certain nombre de délégués ici ne seraient pas d'accord. Si demain il n'y a plus de commission eau, les délégués ici n'auront rien à dire, puisque c'est un EPIC entièrement séparé de la communauté de communes. Il y a quand même la mission, il y a quand même une lettre de mission qui est faite chaque année par le président, par la communauté, les membres et le président de la communauté de communes, qui peut démettre, si on sent qu'il y a quelque chose qui échappe ou autre, le président peut démettre le conseil d'administration sur... C'est possible, ça. Simple avis, bien sûr, ça fait partie des... Sur simple décision. Ça fait partie des statuts. Oui, je n'ai pas eu le temps d'étudier le... Ça a été une question qui a été posée en bureau l'autre jour, ouais, et qui est une question pertinente d'ailleurs. Ouais. Merci, Monsieur le Président, de reconnaître ma question comme pertinente. Vous voyez, ça ne me pose aucun problème. Hein. Oui, je le trouve plus relationnel. Vraiment, vous améliorez chaque jour qui passe, cher président. Merci de le souligner. Et en plus, c'est enregistré. Bien. Si on a fait le tour, on va passer... Monsieur Lamarie, cherchez le paragraphe. Pardon, je vais te le trouver. Compétences et accessoires... Attends, on va le trouver. Bon, on cherchera plus tard. On va pas passer, je te le trouverai tout à l'heure, mais c'est sûr. Ça a été évoqué en bureau et c'est un point très important. Oui. Fondamental. Oui, fondamental, oui. Oui, je crois que vous aviez votre inquiétude, monsieur le maire. C'est vrai que lors d'une des récentes réunions, vous vous inquiétiez du devenir et éventuellement du risque qu'il y avait de perdre le service des eaux. Non, voilà, tout est verrouillé, tout est écrit et tout est encadré légalement. Merci. S'il n'y a pas d'autres mains qui se lèvent, on va donc passer au vote de cette délibération. Y a-t-il des oppositions? Il n'y en a pas. Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Donc une belle unanimité. Je vous remercie. Donc on va passer ensuite sur l'aspect financier. Et là, c'est Patrick Lafont qui va vous en parler. Donc, suite à la décision qu'on vient de prendre, il risque d'y avoir un temps de latence, on va dire, puisque l'EPIC étant créé au 1er juin, il faudra d'abord, au 31 mai, après le 31 mai, faire un compte de gestion et un compte administratif du service des eaux du Couserans pour pouvoir transférer la trésorerie, les résultats, enfin, tout ce qu'il y a à transférer à l'EPIC du Couserans. Et donc, afin d'assurer les arrières, on va dire, et de pouvoir à minima payer les salariés, parce que c'est quand même important. Donc, on vous propose que la communauté de communes fasse une avance de trésorerie du budget général vers l'EPIC et de fixer le montant, donc montant maximum de 1 million d'euros pour le budget eau et 500 000 euros pour le budget assainissement. Donc, de fixer un premier versement à hauteur de 500 000 euros pour le budget eau et 200 000 euros pour le budget assainissement à la création de l'EPIC. Et un deuxième versement peut intervenir après un mois après la création si ça s'avère nécessaire. Mais bon, je pense que ça devrait mettre à peu près un mois et demi avant qu'on puisse faire ces transferts. Il faut pour l'EPIC d'ailleurs l'arrêté du préfet, plus après l'inscription au registre du commerce et l'obtention du numéro ciré, donc ça peut mettre un peu
mois et demi avant qu'on ait ça pour pouvoir faire le budget, puisqu'il faudra, le conseil d'administration devra faire également un nouveau budget pour les pics des eaux du Couserans. Donc, voilà. Dans cette attente, donc, on vous propose de faire une avance de montant maximal d'1 million pour l'eau et 500 000 pour l'assainissement, sachant que ces avances devront être remboursées au plus tard le 30 septembre 2025. Oui, ce sera fait, monsieur le vice-président. Oui, tout ça pour dire que nous avons longuement discuté avec Nous avions pris des engagements d'abord avec les syndicats et les référents du service des eaux. Rappelez-vous, lorsqu'il y avait eu ce mouvement social, nous avions pris des engagements, et notamment l'engagement fondateur, c'est celui de passer en EPIC à partir du mois de juin. Bon, ça a été très court, il y a eu un travail intensif, mais on a quand même des dates qui contraignent un tout petit peu. Et surtout, le travail que nous demandions au service, à la DGFiP, au service des impôts, qui ont une période un peu compliquée aussi, qui manque de personnel. Au départ, c'était un peu compliqué. On a pensé qu'en juin, on n'y arriverait pas. Mais on nous a promis qu'on y arriverait, on y travaille, mais il peut peut-être y avoir un petit retard sur le paiement des salaires. Et bien sûr, il n'est aucunement question que les agents du service du Couserans ne soient pas payés en temps et en heure. Donc c'est pour ça que nous avons travaillé avec la commission des finances pour qu'on ait cette sécurité si jamais tout ne se passait pas comme on voulait. Donc on a quelques mois où on pourra avoir de la trésorerie disponible que nous rendrons à partir de septembre 2025. Donc c'est juste quelques mois. Parce que pour les impôts, ça demande un travail très important de comptabilité, il faut compléter des fichiers, il y a un système informatique qui est assez complexe. Alors que le 1er décembre, c'est ce qu'aurait voulu la DGFiP. Le 1er janvier, on appuie simplement sur un bouton, c'est ce que nous a dit le trésorier. Voilà. Mais on s'était engagé, donc on a voulu tenir nos engagements. Et c'est pour ça qu'on a prévu cette petite... enfin non, pas cette petite, c'est quand même très important. Qu'on a prévu cette importante avance de trésorerie qu'on n'utilisera peut-être pas. Mais on a cette sécurité pour pas mettre... pour pas qu'on ait ce problème de non-paiement des salaires. Sur cette avance de trésorerie, est-ce que ça appelle des interventions? Non, pas de main qui se lève. Alors on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Il n'y en a pas. Des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Je vous remercie. Du fait de cette décision, ça va entraîner une décision modificative sur le budget principal, n'est-ce pas? Exactement, donc c'est la suite là aussi. Et donc, quand on a voté le budget, ces sommes n'étaient pas intégrées. Donc, on vous propose, bon, c'est un équilibre dans le compte, hein. On vous propose de faire augmenter les crédits en dépenses d'1,5 million dans le compte 2745, c'est des avances remboursables, et en contrepartie en recettes dans le même compte également 1,5 million, puisque les PIC doivent nous le rembourser avant le 30 septembre, donc c'est sur le même exercice, 1,5 million en dépenses, 1,5 million en recettes sur le même compte 2745. Merci. Sur cette EDM, est-ce qu'il y a des interventions? Je n'en vois pas, donc on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Non. Des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Je vous remercie. On va passer au dernier rapport qui fera l'objet d'une délibération ce soir. Il s'agit de la création d'emplois, et c'est Alain Servat donc, qui va vous présenter ce rapport. Merci. Oui, merci Monsieur le Président. Il est proposé la création des postes suivants. Donc, afin de couvrir les besoins constitués par les missions complémentaires pour un agent de service de restauration, création pour la filière technique d'un poste d'adjoint technique catégorie C non complet de 11 heures par semaine. C'est le poste de cuisinier de Prat. Il y a une hausse d'activité, donc je crois qu'il passe de 8 heures à 11 heures. Je ne me trompe pas, hein, c'est ça.
Suite à la réussite à un examen professionnel, création pour la filière sportive d'un poste d'ETAPS, éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de première classe. Suite à l'avancement dans sa fonction publique d'origine, création dans la filière médico-sociale d'un poste d'infirmière en soins généraux catégorie A hors classe. Suite à une évolution de fonction de coordonnateur, création dans la filière animation d'un poste d'adjoint d'animation territoriale de catégorie B. Afin de favoriser la mobilité interne et couvrir un besoin lié au financement CAF, création d'un poste de chargé de coopération enfance et jeunesse, filière administrative catégorie B. Donc il est demandé au Conseil, article 1, d'approuver la création au tableau effectif de 5 emplois tels que décrits ci-avant, emplois qui pourront être pourvus par des fonctionnaires des catégories correspondantes dans les différentes filières décrites. D'autoriser en cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, les fonctions peuvent être exercées par un contractuel relevant dans les conditions fixées à l'article 3.2.3.3 de la loi 84-53 du 26 janvier 84. Il est décidé que la dépense correspondante sera imputée au budget communautaire. Merci. Donc sur cette proposition du tableau des effectifs, est-ce qu'il y a des interventions? Oui. Bonjour, juste une question. Le poste d'infirmière, il est où? D'accord, merci. Bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, on va passer au vote alors. Y a-t-il des oppositions? Il n'y en a pas. Des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Je vous remercie. Donc on est arrivé au bout des délibérations. Questions diverses. Une précision de Bernard. Juste pour répondre officiellement avec une phrase officielle du Code général des collectivités territoriales, les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation, mais là c'est un conseil d'administration, sont désignés par le conseil communautaire sur proposition du président. Et la phrase importante, c'est « il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes ». On a reporté cette phrase donc dans les statuts. Vous les trouverez à l'article 7 dans les toutes premières lignes. Oui. Ici. Madame le maire devant. Bonsoir. J'avais entendu dire qu'il y avait l'ouverture des plis pour la salle du centre culturel. Des plis, des enveloppes. Donc je voulais savoir où ça en était. L'ouverture des plis s'est faite il y a une semaine et c'est en cours d'analyse. Je ne le fais pas exprès. Je ne le fais pas exprès. Mais nous avons reçu pour les déchetteries alors, le programme d'ouverture des déchetteries. J'en étais sûre. C'est simple constat, mais sinon je m'adresserai à Ivan. C'est plus simple. En juillet et août, je suis étonnée quand même que au moment où il y a beaucoup... Enfin, espérons qu'il y aura beaucoup de monde sur notre communauté de communes, que les déchetteries ne soient ouvertes que de 8h à 15h. En continu, d'accord, mais en juillet et août, c'est là où il y a le plus de personnes et de touristes sur le Couserans. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Ouais, voilà. Oui. Je ne sais pas si vous allez souvent à la déchetterie, mais en juillet et août, on fait la queue jusqu'en bas. Hein. Bon, c'est une question. C'est une question qui a été longuement débattue à plusieurs reprises, y compris dans la commission développement durable, n'est-ce pas? On a beaucoup hésité.
certains m'ont fait la remarque que cette décision avait été liée à un incident de santé qui s'était passé l'an dernier, où une personne a été victime d'un malaise parce que il y avait une chaleur excessive ce jour-là et que le remplaçant qui devait venir n'a pu arriver parce qu'il avait eu un accident entre-temps. Donc, on m'a dit que c'était le prétexte. Je crois que c'était une tentative de... On a bien indiqué dans la délibération que c'était à laisser pour les 2 mois de juillet et d'août prochains. Bon, effectivement, la remarque que vous faites est fondée. Il peut y avoir beaucoup de monde. Maintenant aussi, c'est un moment où les entreprises, en principe, sont en mois d'août, tout au moins. Beaucoup d'entreprises ne travaillent pas. Donc, elles occupent moins les déchetteries. Vous avez remarqué que toutes les déchetteries donc, sont ouvertes tous les jours. Hein, ce qui n'est pas le cas de certaines durant le reste de l'année. Donc disons que ça doit pouvoir compenser. Je pense qu'on verra bien encore une fois. Si jamais on ne réunira pas de conseil communautaire, je prendrai la décision tout seul, si jamais il y avait un embouteillage terrible, de les ouvrir plus tard. Monsieur Timbard ramasse quelques ordures, mais elles sont légères. Ça vole, ce sont des paroles. Oui. Oui, j'en profite parce que la question a été soulevée. Je n'aurais pas soulevé, mais moi, ça m'interpelle quand même. Je trouve que M. Timbard prend ça avec un peu de désinvolture. Je veux dire, il ne va pas décider tout seul de changer les horaires alors qu'ils ont été affichés partout, que tout le monde les connaît et peut changer. Et puis par ailleurs, j'ai cru dire quand même, mais je me suis peut-être trompé, qu'on faisait ces horaires en raison, on va dire, des chaleurs. Mais moi, personnellement, à Clermont, le soleil est au zénith plutôt aux alentours de midi, 2 heures. Or, c'est justement là qu'on est ouvert. Et on ferme à partir de 15 heures. Alors, peut-être que du côté... peut-être qu'à d'autres endroits du Couserans, le soleil est au zénith à partir de 15 heures. Mais enfin, il me semblerait, si c'est les raisons de chaleur, qu'il vaudrait mieux... Et bon, en été, si on évoque les touristes, bon, ils ont tendance aussi à faire la sieste. Hein. Bon, il vaudrait mieux peut-être fermer justement de midi à 15 heures et ouvrir plutôt en fin d'après-midi, me semble-t-il. Si on veut, encore une fois, être dans un service public pleinement assumé, quoi. Voilà. Ces horaires, je les trouve un peu curieux. Monsieur Mérouz, je vous reconnais. Moi aussi. Vous avez le goût de la polémique. Vous avez le goût de relancer les discussions. Timbard. Mais oui, mais bien sûr. Avez-vous demandé la parole, monsieur Timbard? Non, je ne la demande pas, je la prends, vous voyez. Eh oui, je oui, la oui. prends, peu importe. On va laisser répondre le vice-président. Je la prends. Merci, monsieur le président, de la parole à monsieur le vice-président. Parce qu'on ne peut pas, il n'y a rien à répondre. Il n'y a rien à répondre. Mais taisez-vous alors. Ce que vous souhaitez, c'est argumenter, polémiquer. Faites-le. Mais c'est tout à fait inutile, Oui. Seriez-vous inutile? Monsieur Timbard, je m'excuse, mais cette réponse ne me satisfait pas. Et je pensais que ça a été présenté comme au niveau du personnel, par rapport au personnel, je veux dire, par rapport à la canicule, par rapport au personnel. Et effectivement, je trouve que le créneau, je me suis déjà exprimé là-dessus en commission, mais le créneau par rapport au personnel, si on regarde ce critère, on n'y est pas, quoi. Hein. On n'y est pas. À moins que le personnel soit complètement d'accord. Je ne sais pas, peut-être. Redites-moi ça.
on n'y est pas. Oui. Ben, enfin, contrairement à ce qu'avançait M. Mirouz, compte tenu des 2 heures d'avance sur. Compte tenu des 2 heures d'avance du soleil. Le soleil se lève pour tout le monde. Et à 15 heures, en été, il est au zénith. C'est l'heure, puisqu'on a 2 heures d'avance sur l'horaire solaire. Hein, voilà. Donc, Oui. Ce sujet a été débattu lors de la dernière F3SCT. Il faut bien préciser que la F3SCT est imposée par la loi. Et elle a des missions, je le rappelais tout à l'heure à Patrick, veiller au respect de la réglementation proposée, et on en a discuté, et la meilleure des solutions, elle n'est pas extraordinaire, hein. C'est, je pense, celle qu'on a proposée, sachant quand même que toutes les heures, lorsqu'il fait chaud, il faut que les personnes puissent faire des pauses. Et on a un problème, par exemple, à la serre, puisque c'est compliqué de mettre en place une barrière pour justement permettre à ces gens, aux agents, d'attendre et de faire une petite pause pour essayer d'éviter ce qui s'est passé. Pour les horaires, ce que disait Alex Mirouz tout à l'heure, ça peut être envisageable, sauf que il va falloir recruter davantage de personnel. C'est tout. On peut faire tout un tas de choses. La meilleure des solutions pour protéger nos salariés, ce serait de faire la journée continue, 6 heures, 13 heures. Sauf que le matin à 6 heures, il n'y a pas beaucoup de monde qui veuille se lever pour apporter les trucs à la déchetterie. Donc, les horaires qu'on a retenus, ce n'est pas les meilleurs, et c'est les moins mauvais, je pense. Merci de cette précision. Oui, tu as le micro à côté. Oui, je crois, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais il me semble qu'en été, les heures les plus chaudes, ce n'est pas midi, c'est plutôt vers 15h, 16h qui fait le plus chaud. Les agriculteurs savent bien ça. Et c'est d'ailleurs après 16h, vers 17h, que les orages pètent. Donc je pense que de ce côté-là, c'est pas si mal que ça. Bien. sauvé par la météo, c'est un peu la question. Alors, puisqu'il n'y a plus d'intervention, si. Oui. J'aimerais avoir une précision. Je voudrais pas. Je pense que c'est un problème de journaliste. J'ai vu les magnifiques travaux que fait la commune de Saint-Giron à côté de l'ancienne piscine pour l'aménagement d'un complexe skate, etc. Et dans l'article de la dépêche, je crois, il était présenté les personnes qui venaient faire la revue de chantier. Et bon, qui ne m'emporte pas grief, c'est juste une précision que je voudrais voir. J'ai vu le nom de M. Dumas. J'aimerais savoir, être sûr que M. Dumas n'intervenait pas au titre de la communauté de communes, puisqu'il était simplement, je suppose, un simple touriste, et la dépêche a fait un loupé en citant M. Dumas sous le couvert de la commune de Saint-Giron. Veuillez me préciser. Je ne suis pas sûr que si j'accepte ce qualificatif de touriste, non, mais bon, c'est une plaisanterie. Mais vous me comprenez, monsieur. J'aimerais savoir à quel titre il intervenait. Très clairement. Merci. C'est un voisin, il s'intéresse effectivement à ces équipements sportifs à l'extérieur de la piscine et d'ailleurs au devenir de l'ancienne piscine. Il est souvent avec nous quand on fait les réunions de chantier. Donc le journaliste de la dépêche a fait un raccourci. Tout à fait. En quelque sorte. C'est leur métier. Oui, enfin bon. C'est leur métier. C'est pas mon point de vue, mais enfin bon. Enfin, je pense que beaucoup d'élus dans la salle partagent mon point de vue. Très bien. Voilà, je voulais avoir cette précision. Merci bien. De ce côté-là, pas de confusion. Ceci dit, beau projet qui profitera pas exclusivement qu'aux Saint-Gironnais. Bien. Oui.
J'ai ouï dire que l'Assemblée générale de l'abattoir va être incessamment sous peu, le 23 mai, si elle est confirmée, je ne sais pas. C'était pour savoir si à cette occasion, le fameux rapport diagnostic Chambre d'agriculture sera enfin présenté. Oui, bonsoir tout le monde. Donc oui, l'Assemblée générale de la SIC était prévue le 23 mai. Sauf que mercredi, j'étais à Serre-France, donc avec Carlos Martin, qui est le juriste de Serre-France, et Daniel. Donc l'AG de la SIC va être reporté au 20 juin. On veut à tout prix la faire réglementairement, c'est-à-dire avant la fin du premier semestre, sauf que pour la faire réglementairement, le Serre-France demande, n'ont pas tout à fait encore fini les comptes de l'année 2024, et il faut qu'il y ait, je crois, je ne sais pas si c'est pas 20 jours ou 21 jours entre la fin des comptes et la présentation à l'Assemblée générale, donc il faut aussi le présenter au conseil d'administration de la SIC. Donc, par contre, le rapport, je vais redonner la parole. Je pense que Monsieur le Président va réunir tous les éleveurs du Couserans intéressés par cet abattoir, même bien avant l'Assemblée générale, pour présenter le rapport et voir surtout l'orientation de cet abattoir pour les mois à venir, quoi. Oui, il y a un travail qui a été fait en commission économie rurale. Par rapport à... Oui, le rapport à la Chambre d'agriculture. Mais en fait, le rapport à la Chambre d'agriculture, aujourd'hui, c'est plus tellement ce qui est fait aujourd'hui et ce qui est expliqué aujourd'hui par rapport à l'abattoir. On le connaît un peu, Alain. Je veux dire, il y a un peu de cachet, oui. Mais enfin, bon, le rapport ne nous donne pas tellement de solutions qu'on ne connaissait déjà. Voilà, moi, je peux le dire comme ça. C'est un peu l'analyse qu'on a fait, nous, en commission économie rurale. Donc, voilà, les décisions qui ont été prises là depuis quelques temps, vous avez été au courant, on a reçu les éleveurs, on a reçu les bouchers, on a reçu un peu tout le monde. Voilà, on va essayer comme on l'a dit, de le reprendre en régie et puis pour essayer de voir comment on peut faire tourner l'abattoir dans l'avenir, quoi. Mais il n'y a rien ni de secret, ni de nouveau ou une solution miracle pour l'abattoir, quoi. Voilà. L'abattoir, aujourd'hui, pour sauver l'abattoir, il faut augmenter le tonnage. Point barre, c'est tout. Et on va essayer de faire ça. Oui. Oui, non, mais pour Alain, donc, je crois avoir compris que la question était est-ce que le rapport va être rendu public? Donc, oui ou non? Oui, je pense que oui, bien sûr. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais comme tu n'avais pas répondu, c'était oui. pour être. Bien sûr, oui. Et Oui, quand, oui. et quand parce qu'il demandait est-ce que ce sera à l'AG ou avant? J'ai pas de date. Hein. Oui. Ok, la réponse est complète. Voilà. Oui, c'est sûr que le rapport ne va pas amener des solutions, mais déjà il portera à la connaissance de ceux qui ne le savent pas quelques éléments, et de là en sortira certainement des solutions pour ne pas retomber dans ce qui existait. Oui. Oui, j'aurais une question. Donc ce rapport existe là, à cette heure-ci? Allô? Je sais pas, oui, à toi, puisque tu l'as évoqué. Bien sûr que... Non, mais parce que depuis le temps qu'on entend parler, et qu'est-ce qui se pose à le diffuser d'ores et déjà? Donc, il serait possible de le diffuser d'ores et déjà? Oui, Monsieur le Président? D'accord, très bien. Je prends note. Bon, moi, j'aurais une dernière question. C'est pour revenir sur le centre culturel. Il y a quelques bruits qui courent. Mais vous savez ce que c'est, les bruits, Monsieur le Président, hein. Je voulais savoir
Dans la mesure où il y a eu la commission d'appel d'offres, là, j'ai cru comprendre le deuxième passage, est-ce qu'il est possible qu'on nous retransmette le CCTP et le CCAP, qui sont des documents publics, je pense, puisque l'ouverture des plis maintenant, enfin le délai est passé, l'ouverture des plis a été fait. Je ne comprends pas la question. Un marché a été ouvert. Oui. Le marché a un CCTP et un CCAP. Oui. Bon. Ces documents sont transmis aux entreprises qui en font la demande. Oui. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas vérifié, s'ils étaient à ce moment-là entièrement publics. Je vais supposer que peut-être que non. Ils sont en ligne. Aujourd'hui, ils sont en ligne. Et pour les entreprises. Oui, d'accord, mais pour un kidam comme moi qui a du mal à aller voir tous les détours de notre site internet, donc est-ce qu'il serait possible de nous les transmettre? Je pense, oui. Soufflez-moi à l'oreille, vous n'avez pas le droit d'intervenir. Mais ça ne lui fait pas peur, ça. 70 pièces, elle me dit. Ah, mais c'est pas gênant, ça. Ça lui fait pas peur, ça. Pensez-vous donc. Ceux qui veulent recevoir 70 pièces, n'hésitez pas à venir me voir à la fin. Voilà. En fait, moi, j'aimerais bien le recevoir. Après, s'il y en a d'autres... Non, moi, ma seule question, c'est comment dire, en cours d'analyse, je ne sais pas si on peut les... Oui, mais c'est clos. Ah, elle me précise, la juriste, que ça sera après la CO du 15, où on aura attribué. Bon. Il n'y a pas beaucoup de jours. Voilà, si la juriste le dit, je pensais que c'était après la clôture du marché simplement, mais bon, d'accord, très bien. Bon, en tous les cas, j'aimerais en avoir communication. Bon, et puis que c'est un gros volume éventuellement qui pèse, j'aurai les outils pour le compresser, et si d'autres délégués le veulent, je leur retransmettrai. Non, pour ne pas qu'il pèse trop dans les boîtes aux lettres. Ça réagit parce que Madame le maire de Montjoie a dit « Moi, je ne le veux surtout pas. » Non, il ne faudra pas la mettre à la liste de diffusion. J'ai noté. Bien, sur ces bons mots, on finit avec le sourire, c'est l'essentiel. Merci d'avoir participé à ce conseil communautaire. On va terminer, bien sûr, par un moment convivial. Et on se reverra, bien sûr, avant l'été, donc d'ici le mois de juin. Merci à toutes et à tous. Et merci surtout à Madame le maire de Montesquieu et son conseil municipal de nous avoir accueillis ce soir. Merci.